J'appelle sans plus tarder Richard Meneveux, fondateur et président de Hazards Media et éditeur de French Web, Eliane Barbosa, directrice des ressources humaines de Voyage SNCF, et Yves Grandmontagne, ancien DRH de Microsoft France et consultant en ressources humaines et mutation digitale des organisations. On peut les applaudir. Donc oui, j'ai bien les questions. Alors je vais faire un peu le support après-vente de Marc Touvenin. Hein. Moi, c'est sur son fameux tapis roulant, c'est 10 kilos perdus en à peu près un an. Et je dois le dire, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est un appel que je fais en tant que tel. Donc tu m'en enverras un deuxième pour les équipes. Non mais c'est vrai que le truc c'est de le mettre dans une salle pour faire les réunions. Ça c'est à mon avis c'est l'outil idéal pour développer la créativité. Alors je suis ravi d'accueillir nos deux invités. Tout d'abord Eliane Barbosa qui est en charge de la direction des ressources humaines de Voyage SNCF que chacun utilise régulièrement. Et à ma droite, Yves Grandmontagne, qui est passé par Microsoft, par Pfizer en tant que DRH, et puis qui maintenant accompagne justement les entreprises dans leur transformation et comment justement on crée une culture d'entreprise, on l'a vu avec My Little Paris, et comment on réussit justement à faire en sorte que l'ensemble des équipes de la DRH soient un acteur en soi de cette transformation. Alors justement, ça va être un petit peu ma première question et je vais me tourner tout de suite vers Eliane. Comment justement la DRH peut jouer un rôle dans cette transformation numérique ? Alors, bonjour à tous. Donc à voyagesncf.com, on n'est pas dans la transformation en grand du numérique, puisqu'on est notre cœur de compétence, c'est le web depuis le début. En revanche, on est sur les transformations en continu, l'adaptation au marché, aux clients. Et donc, ça fait partie du quotidien de devoir gérer la transformation, j'ai envie de dire, ou en tout cas dans le rôle que j'ai, la place que j'ai avec mon comité de direction et les managers, c'est de les accompagner sur les adaptations organisationnelles que nous devons faire en permanence. On travaille, on a un rythme, un time to market qui est extrêmement rapide. On travaille sur du mode projet qui tourne plutôt sur du 6 mois en termes de temps moyen de delivery. Donc ça demande à reconfigurer en permanence l'entreprise autour des projets et focuser sur les demandes clients. Donc la place du DRH est absolument nécessaire, puisque qui dit transformation, qui dit reconfiguration, dit retravailler sur, d'une part, la répartition des rôles, mais aussi sur le management et sa place. On a vu ce matin plein de sujets qui alimentent toutes les strates sur lesquelles on est amené en tant que DRH à anticiper et à accompagner les managers au quotidien pour pouvoir mener ces transformations-là. Elles vont de la partie des mobilités au droit du travail, mais aussi sur la partie culture de l'entreprise. C'est toutes les pratiques RH qu'il faut, d'une part, revoir de façon un peu anticipée et long tail sur les politiques de l'entreprise, parce qu'on est effectivement dans le numérique et dans l'accélération. Donc on doit réfléchir les politiques RH dans ce cadre-là, mais c'est aussi au quotidien. Et pour répondre au time to market et à l'accélération, de pouvoir reconfigurer l'entreprise et donc d'accompagner sur les transformations qui a amené avec le management. Alors Yves, la DRH, c'est souvent vu comme une fonction support. C'est les gens qui font la paye, c'est les personnes qui gèrent les relations avec les syndicats, avec qui discutent avec l'ensemble des collaborateurs. Quel est le rôle aujourd'hui que peut tenir une DRH justement dans un plan de transformation ? Alors, très vaste question. Bonjour à toutes et à tous. Avant peut-être de répondre à la question quel rôle les RH doivent tenir, je pense qu'il faut lever un peu le nez du guidon et se dire de quoi parle-t-on exactement, parce qu'il y a souvent une forme d'incompréhension. Alors peut-être pas dans cette salle, parce que le sujet, on l'a largement développé et vous avez en tête ce qu'on appelle être la transformation digitale.
Mais bien souvent, quand on s'adresse à des DRH, et je l'ai fait beaucoup, notamment lorsque j'étais pendant 5 ans et encore récemment DRH de Microsoft France, on se rend compte que chacun met du digital partout, et c'est normal, et qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, le vrai enjeu, et là je prends parti, le vrai enjeu de la transformation digitale, pour clarifier les choses, je vais être un petit peu provocateur, mais ce n'est pas transformer les outils et les pratiques de la fonction RH. C'est important, c'est un élément. D'ailleurs, moi là-dessus, je travaille aussi en plus de la transformation digitale sur l'histoire de big data en RH et plein de choses à faire, mais le plus important, c'est la transformation digitale des organisations. Et donc, ce n'est pas l'acquisition ou la mise en place simplement d'outils. Là encore, au risque de vous décevoir, je balance quelques évidences, mais c'est extrêmement important. C'est la mise en œuvre de nouvelles façons de travailler, de nouveaux cadres de travail, c'était évoqué tout à l'heure, de nouvelles formes d'engagement des collaborateurs, de nouvelles formes d'organisation et de thématiques qui sont assez constantes, mais dont la nature, dont les formes de mise en œuvre, dont les objectifs vont varier évidemment d'une entreprise à une autre, d'une organisation à une autre, d'une culture qui est ce qu'elle est à une autre dans une organisation quelle qu'elle soit. Et bien souvent d'ailleurs, même dans des sous-organisations, dans une entreprise ou dans entreprise ou organisation au sens large du terme. Ayant dit ça, le rôle des ressources humaines, là aussi deuxième évidence, il est malheureusement peu identifié à sa juste valeur, à sa juste hauteur. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, j'ai quitté ma casquette de RH pour me transformer moi-même, d'une certaine façon, en acquérant la posture du consultant. C'est parce que j'ai une forme de conviction, on va dire, de prédicateur et d'accompagnement à convaincre les DRH qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Mais majeur, que je pense être le rôle le plus important dans la transformation digitale, avec des rôles évidemment clairement identifiés, comme les CDO et évidemment les directions générales au sens large du terme, et le management. Mais pourquoi les ressources humaines? Parce qu'on parle de transformation digitale, le mot important c'est transformation, en l'occurrence, parce que c'est de la mise en œuvre, c'est de l'accompagnement, c'est du change management, on parle de culturel, on parle d'humain, on parle d'intangible, donc on parle de ressources humaines. Donc la réponse est dans des termes évidents. Malheureusement, la réalité, et je la comprends, donc je ne jette pas du tout la pierre à des RH que j'ai été, dont j'ai été moi-même un représentant pendant de longues années, c'est qu'on est aspiré dans le quotidien à faire autre chose. On est forcé de faire du court terme, on est forcé de répondre à plein de sujets. Donc on ne mesure pas bien d'ailleurs quand on n'est pas dans la fonction elle-même, mais entre les relations sociales, entre les traitements individuels, entre le collectif, entre la performance, entre le recrutement, entre la formation, etc., l'administration, puisque c'est la base de tout, l'administration du personnel, eh bien quand on met tout ça bout à bout, on a peu de temps pour lever le nez du guidon, prendre ce temps, prendre ses risques, encourager la prise de risque, point très important qui a été signalé tout à l'heure. Donc voilà, on parle de tout ça, et les RH ont une place, quand on a dit tout ça, absolument évidente à jouer et à prendre le temps de jouer. D'accord, ça veut dire aussi commencer par transformer l'équipe RH. Est-ce que justement, ça c'est un premier, on l'a vu chez My Little Paris, il y a les spirits, on voit qu'il y a toute une culture interne qui est dans l'entreprise. Il y a une transformation de la posture, oui. Parce qu'aujourd'hui, comment un gestionnaire de paie, comment l'ensemble des équipes RH elles-mêmes se transforment? Parce que c'est peut-être un peu le point de départ. Alors, comment elles se transforment? En tout cas, moi, ce dont je peux témoigner, c'est ce qu'on essaye de faire à voyagesncf.com, c'est de rester connecté à ce que nos clients internes veulent et d'avoir une posture de client. Et on est forcément baigné dans les préoccupations de l'entreprise et dans la façon dont elle réagit et dont elle travaille. Donc il n'y a pas de transformation quand on est connecté au business, j'ai envie de dire, en tant que RH. Il y a simplement à adapter les réponses au time to market de l'entreprise, au time to market attendu par les collaborateurs. On parlait tout à l'heure de génération Y et des attentes qui peuvent être différentes. Nous, on a une moyenne d'âge de 32 ans dans l'entreprise, donc on a eu des plus jeunes qui ont grandi. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils arrivent, ils vieillissent et donc ont des envies qui sont un peu plus traditionnelles, donc de sécurité, de repères. Ils constituent eux-mêmes leur propre famille, ont des enfants, etc. Donc en termes RH, en termes d'accompagnement, en termes de culture d'entreprise, ce que doit faire la DRH, je ne sais pas si c'est de la transformation, mais c'est d'être connecté à ses besoins et de connaître
la population qu'elle a à gérer. Donc je ne sais pas si transformation il y a. En tout cas, il y a connexion évidente à avoir et prise directe avec une posture client en interne. Et en tout cas, la prise en compte de l'accélération et donc d'un espace-temps pour la production et le delivery RH qui n'est peut-être pas celle d'il y a 10 ans, où on pouvait faire des plans à 5 ans, où on pouvait projeter, et ça va beaucoup plus vite, et donc il faut produire et délivrer des services RH, des repères qui sont dans des temps beaucoup plus serrés et qui correspondent mieux aux attentes des collaborateurs dans l'entreprise. Alors justement, chez vous, vous cherchez à faire venir de nouveaux profils, des profils qui sont d'ailleurs parfois relativement rares dans le domaine de la tech, chez les développeurs. Qu'est-ce que vous recherchez justement chez ces nouveaux profils? Est-ce qu'on sort des profils typiques, INSEC, HEC, Epitech, Epita, pour justement avoir des gens peut-être plus entrepreneuriaux en termes d'état d'esprit? Alors, on ne cherche pas forcément une école ou un diplôme. Alors, on a besoin de développeurs. Je fais l'appel au peuple. Si vous avez des amis, des voisins, n'hésitez pas, envoyez-les-nous. On est sur un recrutement massif de développeurs, on en a besoin, tout le monde en cherche. Donc, qu'est-ce qu'on cherche au-delà d'un set de compétences techniques, bien sûr, au départ, qui peuvent être Epitech, Epita, mais sur lesquels aujourd'hui on est en train d'élargir aussi le scope. On se tourne vers des écoles comme Simplon qui forment beaucoup plus vite des populations qui en plus ont un objet, ont un objet social intéressant, je trouve, dans le rôle et dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, de participer aussi à ce type de partenariat. Donc on va chercher non seulement donc un set de compétences techniques, mais on va chercher quelqu'un qui a envie de venir bosser avec nous, qui a envie de bosser sur le produit train, puisque c'est notre produit essentiel, et qui a envie de faire une expérience avec nous sur un temps donné. Et donc ça passe beaucoup par le fit. Et donc le fit chez nous, alors vous allez me dire c'est... OK, comment on le mesure? On essaie des nouvelles choses en termes de recrutement. On essaie de ne pas se cantonner à des processus un peu classiques on appelle le candidat, on fait un entretien en tête-à-tête. Hier, on organisait notre deuxième job dating dédié au tech. On invite des candidats à venir prendre un verre avec des managers, avec des gens de la tech de chez nous, à venir discuter à travers le gaming, à aller regarder, interagir avec nos équipes. Bon, c'est 2 heures d'échange, 2 heures de partage, à l'issue de laquelle il y a bien sûr des entretiens informels. À l'issue du job dating, si on peut se retenir mutuellement et donc continuer l'aventure et intégrer VSC sur une mission. Donc on essaie, ce qu'on souhaite nous, c'est des gens qui ont à la base effectivement un set de compétences, mais pas forcément un diplôme d'une grande école, et qui ont envie de venir bosser chez nous et qui ont envie d'apprendre, parce que l'autre point qu'on essaie de développer, c'est de les former aussi en interne et de travailler davantage sur la formation et le développement des compétences chez nous pour pouvoir justement s'adresser à des populations plus juniors qui sortent d'école et qui vont venir nous apporter de l'innovation, nous apporter de la respiration aussi. En contrepartie, on va pouvoir rapidement les faire monter en compétences sur nos applications, sur nos produits, sur nos inventaires. Yves, l'intégration justement de profils atypiques, est-ce que c'est un élément clé dans la transformation des entreprises aujourd'hui ? Oui, enfin, la conviction que j'ai toujours eue, sans attendre avec la transformation digitale, mais elle est d'autant plus importante dans ce cadre de transformation, d'innovation nécessaire, de transversalité, de collaboratif, etc. C'est la diversité. Alors là, c'est pas une posture pour faire chic, c'est de mon point de vue, plus que jamais une nécessité. Diversité des profils, diversité des parcours, qu'on va pouvoir analyser sous l'angle des diversité des âges, diversité des sexes, etc. Mais c'est une évidence, c'est de cette diversité dans des modes collaboratifs qu'on va encourager. On parle de casser les silos. On ne va peut-être pas casser les organisations comme ça du jour au lendemain, mais on va encourager cette porosité dans des organisations existantes ou que l'on va remanier en conséquence. Mais on va surtout encourager cette diversité d'approche de la même façon que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, j'y crois énormément et c'est un rôle de catalyseur également que doit jouer, d'initiateur et de catalyseur que doivent jouer les RH. On va encourager l'innovation par la prise de risque. Ça, c'est un point qui est encore, même si tout le monde en est d'accord, c'est quand même un point qui est relativement peu mis en œuvre réellement dans les organisations. Savoir échouer. Vous savez, c'est
Moi, j'aime beaucoup la citation de Churchill qui disait réussir, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Je trouve ça génial parce que il y a un petit côté euphorique, et puis finalement, si on se plante, c'est pas grave. Mais c'est ça qu'il faut encourager. Justement, chez Voyage SNCF, comment est-ce qu'on encourage l'échec, justement ? C'est encore un sujet compliqué. Alors, je disais au démarrage, on n'a pas de grosse transformation, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. La grosse transformation pour voyagesncf.com, c'est d'être passé d'une toute petite structure. On a 15 ans d'âge, on est relativement jeune. Même si on est adossé à un gros paquebot qu'est la SNCF, on est une structure d'il y a 15 ans qui est née comme une petite start-up avec une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on est 1000 sur 6 pays. Donc, on a une crise de croissance à gérer. Et on s'est bâti, comme la plupart des entreprises en France, de façon pyramidale, avec une hiérarchie, et puis des missions, et puis des postes. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est déjà de casser et de passer sur un modèle. On introduit l'agilité depuis 2 ans de façon très forte sur le DevOps, ce côté tech. Et aujourd'hui, on est sur la transition où on essaie de passer en mode agile de l'autre côté de la tech, c'est-à-dire sur le market, la relation client, sur toutes les autres fonctions de l'entreprise, et donc de passer sur un modèle où l'organisation devient agile. Et donc pourquoi je vous dis ça en réponse à votre question ? Simplement parce qu'on est encore sur des codes traditionnels, donc hiérarchie pyramidale, droit à l'échec ou pas, qui est souvent remis en question dans ces notions encore de hiérarchie, là où on veut un modèle managérial plus souple, un modèle managérial qui est plus sur le développement, le coaching, le care, et beaucoup moins sur le contrôle et donc sur la sanction de l'erreur. Donc ce n'est pas un sujet réglé à voyagesncf.com, mais c'est un work in progress en tout cas. D'accord, il n'y a pas de prime à l'échec. Il n'y a pas de prime à l'échec. Pas encore. Pas encore, mais ça pourrait être... Je suis pas forcément partisane de prime pour tout, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille et on sent bien qu'on est dans l'entre-deux-mondes. Et qu'on a besoin de faire évoluer, y compris des jeunes managers, parce qu'ils sont tous relativement jeunes, qui ont tendance à être sur des images traditionnelles du rôle hiérarchique et de ce que c'est l'erreur et de comment je sanctionne positivement les comportements des collaborateurs dans l'organisation. Alors, il y a les nouveaux collaborateurs, ceux qu'on recrute, et puis il y a aussi ceux qui sont dans l'entreprise depuis longtemps. Comment on les forme justement à de nouveaux métiers ? Comment on les fait évoluer ? Est-ce qu'au-delà des outils, justement, il y a un état d'esprit à installer et comment on le fait ? Yves ? Déjà, la première chose, avant de parler des outils, de ce qu'on va utiliser pour former, pour faire évoluer, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on veut. Quand on s'entend sur ce qu'on veut, je pense là aussi, il y a des constantes... mais encore qui vont avoir une acuité plus ou moins forte en fonction des contextes. Et on sait qu'on veut plus de collaboratif, on sait qu'on veut plus d'ouverture, on sait qu'on veut plus de flexibilité dans l'accès à la formation, à l'information, à l'innovation, etc. On sait qu'on veut faire évoluer le management vers un management moins directif, plus inspirant, etc. Tout ça, on le sait un peu partout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre et à quoi veut-on arriver ? Donc la question, elle est extrêmement large. Moi, je crois, la formation est une chose. Je pense que la formation en tant que telle, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Même si on adopte les nouvelles modes ou les nouveaux modes qui sont, dans les deux sens du terme, féminin ou masculin, une réalité aujourd'hui de formation. Mais au-delà de ça, il faut apprendre en faisant. C'est quand même la première chose, il faut apprendre en faisant. Donc il faut créer les conditions pour que ça se passe. Il faut que la direction générale, jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours une forme de direction, soit la première à montrer l'exemple dans sa posture, dans sa prise de risque, dans son innovation, dans sa prise de parole. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc favoriser l'évolution interne, c'est avoir un diagnostic clair sur... ce qu'on appelle communément les soft skills, donc ce que l'on veut développer, les points que j'ai évoqués, c'est avoir une vue claire sur l'évolution des métiers, c'est-à-dire de la situation A, où se situe-t-on en termes d'organisation, de métiers nouveaux, métiers émergents, et on va retrouver des métiers sur lesquels on peut difficilement former en interne parce que les compétences sont réellement nouvelles et qu'il faut les prendre en externe. Et puis il y a tout un paquet de choses qu'on peut faire évoluer en termes de compétences techniques, de savoir-faire, et puis de façon plus générale, qu'on doit encourager de manière générale sur le comportement, ce qu'on appelle avec un grand C la culture en entreprise, ce qui, tout le monde le sait, est facile à décréter et extrêmement difficile à mettre en œuvre. Quels sont les freins aujourd'hui que vous avez identifiés justement à cette acculturation au digital chez Voyage SNCF ? Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui aujourd'hui
ont du mal à intégrer justement des cycles plus courts, de nouvelles méthodes d'organisation de travail? Alors, on n'a pas vraiment de difficulté sur l'acculturation digitale parce que pour le coup, ça serait presque un non-sens de venir à voyagesncf.com puisqu'on est par définition totalement digitaux. Enfin, je caricature même pas. Ça serait compliqué de venir sans se dire sans être dans ce mindset-là. Ce qu'on a comme frein, en revanche, qu'on voit émerger en tout cas, c'est pas tant l'acculturation digitale, c'est les conséquences du digital. Alors des conséquences sur le management, on le voit, ça altère le lien hiérarchique. Et même si c'est des jeunes managers, ils ont quand même une conception du management qui est souvent, alors je vais le dire comme ça sans faire hurler la salle, mais un management à la française très, très normé. Donc il y a ces freins-là qui sont, le digital altère quand même, surtout sur une entreprise qui commence à être un peu plus importante sur plusieurs pays où il faut gérer du travail à distance, du management à distance. Et effectivement, les outils digitaux, les outils aident, mais après il y a la posture managériale, il y a mon rôle de manager, qu'est-ce que ça veut dire en termes de repères managériaux. Et puis pour les gens, les freins qu'on va avoir, ou les inquiétudes, ou les points de vigilance, en tout cas qu'on va monitorer nous côté RH, ça va être tout ce qui touche à l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ça va être la culture d'entreprise, où nous on veut garder un ADN à voyagesncf.com qui est un ADN de performance, mais de fun aussi et de convivialité. Donc être convivial à 1000 sur 6 pays, je ne vous raconte pas comment c'est facile, mais on persiste. Donc les freins, ça va être plutôt là-dessus. C'est comment collectivement, dans la dynamique collective, on continue à s'inscrire dans une logique de proximité qui peut être assez d'ailleurs antinomique avec l'idée de digital et de dématérialisation. On a besoin de cultiver cette proximité de valeurs, de repères, de culture, tout en travaillant effectivement en étant un e-commerçant de premier niveau et en ayant des pratiques et des outils et des façons de travailler très digitales. Donc les freins, c'est plutôt là que ça va se jouer chez nous. Yves, quels sont les freins que vous observez justement dans des structures justement plus classiques et comment on peut les résoudre? Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, alors ce sujet-là, il a aujourd'hui une importance énorme et il touche tout le monde, mais c'est la résistance naturelle au changement. Enfin, là, on tombe sur des fondamentaux. On n'a pas attendu la transformation digitale pour voir les résistances. Moi, je vais prendre un exemple que j'ai vécu dans différentes entreprises et qui aujourd'hui qui a été mentionné, c'est la mobilité, l'idée de faire du télétravail ou de donner de la flexibilité aux salariés dans le travail. Moi, j'ai martelé ce point-là, c'était il y a 10-15 ans, comme une nécessité pour répondre à l'intérêt de l'entreprise, les attentes des collaborateurs, etc. Tout le monde disait oui dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Tout le monde était d'accord. Et puis le jour où il fallait dire on y va, ben on n'y allait pas. On n'y allait pas parce que résistance du management, résistance des directions générales, parce que peur de l'inconnu. Donc ce sujet, c'est aujourd'hui un sujet dans le grand sujet de la transformation digitale, la mobilité, c'est loin d'être le seul. Mais voilà, donc c'est de la prise de risque, de la persévérance, parce que si le DRH s'empare, le ou la DRH, pardon, s'empare du sujet, eh bien, il faut savoir rentrer par la porte, revenir par la fenêtre et insister si on a des convictions, et je pense qu'il faut en avoir sur ces questions-là. Et puis, se satisfaire aussi de petites victoires. Ne pas vouloir tout changer, on change rarement tout d'un seul coup, mais se dire, mon cheval de bataille aujourd'hui, en tout cas dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est de faire bouger sur cette question-là. Voilà. Et les résistances, elles sont humaines, on ne peut pas blâmer les gens de résister, d'avoir peur de l'inconnu, mais il faut insister, il faut expliquer, prendre du temps dans les comités de direction sur les questions RH et sur les questions de transformation, bien faire comprendre que ce sujet-là n'est pas un sujet à la mode, que c'est une nécessité vitale pour l'entreprise, pas pour les RH, mais pour son attractivité en tant qu'employeur, pour sa réussite collective, pour sa compétitivité, pour sa persistance. Pour certains secteurs aujourd'hui, on parle d'ubérisation, ça paraît aussi à la mode, mais c'est une réalité. C'est une réalité pour beaucoup plus d'entreprises que ce qu'on imagine au premier abord. Donc tout ceci mis bout à bout nécessite d'y consacrer du temps, nécessite de se frotter aux résistances et exige, encore une fois, ce temps qu'on n'a pas forcément quand on est RH, mais qu'il faut savoir trouver et cette persévérance qu'il faut savoir maintenir.
Alors on l'a vu avec My Little Paris tout à l'heure, il y a une culture d'entreprise qui est extrêmement entretenue. Quels sont les moments forts et justement les mécanismes qui sont mis en place chez Voyage SNCF pour justement développer cette culture et l'entretenir? Alors nous, on a un petit programme qui essaye de faire le lien sur deux choses. D'une part, la culture d'entreprise avec une préoccupation centrale qui est le bien-être chez nous. Et donc c'est un programme qu'on a nommé I Feel Good et qui va ponctuer l'année d'opérations ou de moments justement qui permettent aux collaborateurs de se retrouver autour de thématiques qu'on veut stimuler, animer et qu'on ne veut pas perdre de vue avec le management aussi. On a notamment des cycles de mini-conférences qu'on met en place là ce semestre justement sur, on parlait tout à l'heure des incivilités sur les open space ou en tout cas sur des comportements. Je parlais tout à l'heure d'impact de la digitalisation. C'est vrai qu'il est plus, on a des comportements qui émergent du fait de travailler en open space, d'être à 50 sur un plateau. On n'a pas les mêmes problématiques que quand on est dans une organisation où il y a des petits bureaux où chacun est séparé. Donc il faut travailler et vigiler au comportement des uns et des autres. On travaille en mode projet, donc il y a beaucoup d'énergie. Il y a des frictions, c'est normal. Il faut aussi être vigilant sur jusqu'où la friction est normale ou pas entre équipes ou entre collaborateurs. Donc rappeler un peu avec pragmatisme les bonnes règles de savoir-vivre. On est obligé de passer aussi par là. Donc on a tout un champ d'action sur lesquels on travaille et au niveau manager et au niveau collaborateur sur des principes de vivre ensemble dans le digital, j'ai envie de dire entre guillemets, et puis de convivialité qui vont passer par, on a nos matins tartines, on vient de mettre en place nos cours de méditation une fois par semaine pour l'ensemble des collaborateurs. Tout à l'heure, je parlais de comment on fait à 1000 sur 6 pays. On fait avec un prof de méditation qui vient sur un site et qui est en conférence sur les autres pays, et les autres peuvent méditer au même temps. Donc voilà, on a un plan d'action annuel sur lequel les collaborateurs vont se retrouver et on va animer des moments de convivialité pour que l'entreprise se retrouve. Ça peut être des opérations du type, on a fait Kids Day Halloween, on a fait venir tous les collaborateurs de l'entreprise avec leurs enfants un matin il y a une semaine pour Halloween. Voilà, donc on anime, et pour le coup ça c'est un rôle qui me semble extrêmement important pour la DRH. C'est pas juste faire géo, ça fait partie de la vie d'entreprise, de donner un rythme autre que celui du business à la vie de l'entreprise et au collectif, et sur lequel on est aussi connecté aux collaborateurs sur sa vie, son bien-être, sur des moments de partage autres que celui du projet où on est dans la seringue, mais on fait des after-work. Voilà, on anime le collectif de travail de façon à ce qu'il ne se résume pas que à un objectif, un KPI et un résultat, mais il y a des êtres humains derrière aussi et qui ont envie de partager des choses. Et en tout cas, on estime qu'on a aussi ce rôle-là d'animer et de faire en sorte que les gens se sentent bien parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Alors il nous reste 2 minutes 30 pour cette session. Quel est le portrait idéal du DRH qui va justement correctement accompagner l'entreprise dans sa transformation digitale, Yves? Alors ça, c'est la question piège, parce qu'il y a tellement de configurations de ressources humaines différentes entre une personne qui est une équipe de 2 personnes, voire toute seule, pour une petite unité et qui doit gérer toutes les problématiques, et puis une personne qui a le confort, disons, la complexité, mais aussi le confort de travail d'avoir des fonctions spécialisées. On va avoir des compétences requises ou une part relative des compétences requises très différentes. Je pense que la constante qu'on va trouver, je parlais de change management. Bon, c'est pas un concept nouveau, mais cette idée de savoir gérer le changement, c'est une nécessité. C'est-à-dire que ça a pu ne pas l'être, je pense, pendant de nombreuses années, si on était sur de l'application de processus ou sur des compétences extrêmement techniques. Là, aujourd'hui, un DRH, quel qu'il soit, dès qu'il est l'interlocuteur ou l'interlocutrice de la direction générale, ou faisant partie, ce qui est souhaitable, de la direction générale, eh bien, doit maîtriser et avoir conscience de cette capacité, de ce rôle à gérer le changement ou accompagner le changement. Et puis je pense que, comme tout métier, cultiver, développer son inventivité, sa créativité, son innovation, être communicant, mais là ce sont des constantes à mon avis du management en général, avoir sa capacité à partager les idées, à inscrire son action dans un système. Voilà, ce sont pour moi sans perdre
bien entendu ses compétences techniques, mais si on doit développer quelque chose, s'il y a un muscle aujourd'hui à développer, c'est s'inscrire dans cette culture digitale soi-même pour l'appliquer à son équipe en tant que RH, mais aussi parce que c'est sa fonction, pour, je répète le terme que j'aime bien, de catalyser, enfin de créer la réaction possible d'une transformation dans l'organisation dont il ou elle a la charge. Entendu, on arrive à la fin de cette session. Je remercie nos deux invités qui ont répondu à toutes nos questions et je passe le relais à Vincent. Merci à vous.